La troupe des assassins grossit sans cesse. Le compte à rebours a commencé. Je suis en route pour la mort. Mes enfants, mes chers enfants. Je demande sincèrement pardon à Dieu pour toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. Et je pardonne à mes ennemis tout le mal qu'ils m'ont fait. Je demande sincèrement pardon à Dieu pour toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. Je pardonne à mes ennemis tout le mal qu'ils m'ont fait. Je suis calme. Je suis calme. Comme quand la conscience ne reproche rien. J'ai seulement le profond regret d'abandonner mes enfants. Il faut sauver ce cahier qui contient toute ma vie depuis mon arrivée dans ce pays-ci. Pour la vérité, pour la mémoire, pour mes enfants. « 7 août 1770. Aujourd'hui a eu lieu la remise ou livraison. Livraison de moi. Cela a eu lieu en zone neutre, ni en terre de France, ni en terre d'Autriche. À la mi-journée, on m'a emmené en bateau sur une île, près de la ville de Strasbourg. J'ai marché entre deux rangées de soldats et une foule d'au moins 1 millier de personnes, jusqu'à une maison située du côté autrichien de la frontière. On m'a ensuite conduite dans un cabinet où j'ai dû enlever tous mes habits, même mes dessous, mes bas et mes chemises. Pas un bijou, pas un mouchoir. Rien. Rien de mon identité ne devait me suivre. C'était comme un enterrement. Le mien. J'avais 14 ans. Là, j'ai dû ouvrir une porte et pénétrer seule et complètement nue dans la pièce suivante. J'ai alors traversé une frontière invisible et je me suis retrouvée en territoire français où j'ai reçu de nouveaux vêtements et de ce fait, je suis devenue française. 16 mai, Versailles. Lorsque j'ai pour la première fois traversé la fameuse galerie des glaces, au milieu d'une foule curieuse et admirative de moi, je croyais entrer dans un rêve. Le soir, le rêve est devenu cauchemar. Il a fallu subir l'affreux cérémonial du coucher public qui consiste à se mettre au lit en présence du roi et de toute la cour.
J'ai attendu. Le roi et la cour ont attendu. Il ne s'est rien passé. Rien du tout. J'ai fini par m'endormir, et eux par s'en aller. Lorsque je me suis réveillée, mon mari était parti depuis longtemps à la chasse. Quelle humiliation! Je me sens seule à Versailles. La splendeur des appartements me laisse indifférente. Je ferme les yeux et je vois mon cher Schönbrunn. Je pense à maman, à mes frères, à mes sœurs qui m'appelaient « Antonia! Antonia !» Alors qu'ici, je suis devenue Marie-Antoinette. À l'abbé, qui m'apprenait l'histoire de France, tandis que je m'entraînais à marcher bien droite, avec des livres sur la tête dans la perspective d'acquérir une allure royale. Je pense à mes chiens, à mes poupées, à mes leçons équestres, à mes promenades en traîneau. Et j'ai envie de pleurer. Je ne peux pas. Comme si mes larmes avaient gelé dans mes yeux. Dans ce pays-ci, à Versailles, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. J'ai toujours eu l'impression d'être toujours épiée. Les conseils de ma mère n'étaient pas faciles à suivre. Voici ce qu'elle m'écrivit le 30 septembre 1771. Antonia, cette crainte de parler au roi, aux gens à qui on vous conseille de parler, cet embarras de dire seulement bonjour. Une parole, certains regards pour Madame du Barry que vous ne pouvez plus feindre d'ignorer, sans manquer gravement au roi, votre grand-père et votre maître. Vous lui devez obéissance et soumission. N'oubliez jamais qui vous êtes et qui vous devez devenir. Soumettez-vous à vos devoirs et à votre destin. Ne me croyez pas fâché, mais seulement occupé de votre bien-être. Votre mère, Marie-Thérèse. Ma chère maman, dans ce pays-ci, à Versailles, je me lève à 10 h, ou à 9, ou à 9h30, et m'étant habillée, je déjeune, je dis mes prières du matin, et je cours chez mes tantes où se trouve le roi. À 11 h, je rentre chez moi me coiffer, à midi, on appelle la chambre. Tout le monde peut entrer. Je mets mon rouge et je me lave les mains devant tout ce monde, et puis les hommes sortent, les dames restent, et on finit de m'habiller devant elles. Aïe! À 11 h, à 11h30, nous allons à la messe. À midi, avec monsieur le dauphin, mon mari, nous dînons devant tout ce monde. À 1h30, cela est terminé, car nous soupons très vite tous les deux. De là, je suis mon mari dans ses appartements, et s'il a à faire, je rentre chez moi, où je dis, j'écris, je travaille. Je brode une veste pour le roi qui, hélas, n'avance guère, mais j'espère qu'avec la grâce de Dieu, elle sera finie d'ici quelques années. À 3 h, je retourne chez mes tantes où le roi passe. À 4 h, c'est l'abbé qui vient chez moi. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. À 5 h arrive le maître de clavecin. 6h30, si je ne vais pas me promener, je retourne chez mes tantes où le roi n'est pas. À 7 h, on joue. Pendant le cavagnol, je m'ennuie à mourir, mais j'essaie de sourire et d'avoir l'air aimable pour ceux qui m'entourent. À 9 h, nous soupons chez le roi, chez mes tantes ou chez nous. Si le roi n'est pas là, nous l'attendons jusqu'à 9 h. Je m'allonge alors sur un grand canapé et je dors jusqu'à son arrivée. Voilà. À 11 h, je rentre chez moi. Seule. Si. Un jour, en septembre, monsieur le dauphin promet de venir coucher dans mes appartements. Oh, je n'ai rien de plus pressé que d'aller confier la nouvelle à mes tantes qui la confie à tout le reste du monde. Monsieur le dauphin en est si effarouché qu'il ne vient pas. En octobre, il renouvelle sa promesse, mais il ne la tient pas. Une fois encore, je n'ai pu m'empêcher d'en parler à Madame de Narbonne qui leur a répété merci. Merci. Merci, l'ambassadeur de ma chère maman me dit que
que l'intimité du mariage est un secret sacré qui ne doit être partagé avec personne. J'ai compris, merci, merci. Le roi et monsieur le dauphin ont plaisir à me voir à cheval et ils sont enchantés de la manière dont je porte l'habit. Mais ma chère maman ne veut rien savoir et m'accuse de manquer à ma promesse de renoncer à cette discipline. Puisqu'on m'interdit le cheval, je lance la mode des promenades à âne. Ah, les dames de ma maison n'apprécient guère cette distraction, tant pis, moi j'adore. Un jour, je suis tombée. Oh, elles sont accourues très inquiètes. Ah, madame la dauphine, madame la dauphine. Mais je leur ai dit, allez donc chercher madame de Noailles. Elle nous dira ce qu'ordonne l'étiquette quand une future reine de France ne sait pas se tenir sur un âne. Cette Barry, à qui l'on me suppliait de parler, n'était qu'une courtisane sortie du ruisseau, elle réveillait aux vœux solennels. Ah, faites, vous disent. Son langage et bien d'autres choses distrayaient le roi, mon grand-père et mon maître. Mais c'est fait, ma chère maman, je vous ai obéi. J'ai adressé la parole à la Barry. J'avais décidé de porter ma toilette la plus simple et aucun bijou pour contraster, car ses habits et ses cheveux ruissellent de pierreries. Je suis passée devant elle et je lui ai dit: beaucoup de gens, mais très peu de monde aujourd'hui à Versailles. Elle n'entendra plus jamais le son de ma voix. Monsieur le Dauphin essaie de consommer son mariage avec moi. Je me rends beaucoup mieux compte de certaines choses que j'ignorais jusqu'alors. Je voudrais ne pas imaginer que notre grand-père se livre à ces actes répugnants avec sa créature. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Chaque fois que je le regarde, chaque fois qu'il m'embrasse aussi, c'est plus fort que moi. Cette femme doit bien se moquer de moi. Et toute la cour d'ailleurs, qui sait que notre mariage n'est pas consommé. Maman et son ambassadeur me pressent de questions à ce sujet. Je ne réponds pas. Tout cela me dégoûte. Il faudra bien pourtant que ce mariage soit consommé. Et que nous finissions par avoir des enfants. La situation d'une dauphine sans héritier est trop fragile. Je me souviens, 7 juin 1773, nous avons fait notre entrée dans Paris, enfin, et reçu tous les honneurs imaginables. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est la tendresse et l'empressement de ces pauvres gens transportés de nous voir malgré les impôts dont ils sont accablés. Monsieur le Dauphin a montré beaucoup de générosité envers eux, dont il a ainsi gagné l'amitié. Oh, ah, c'est beau. Nous avons visité le salon de peinture de Parbois. Et puis nous avons assisté au spectacle de la comédie française, de la comédie italienne et de l'opéra. Oh, j'adore Paris autant qu'on m'y adore. Quant à Monsieur le Dauphin,
Il m'a embrassée. Et il m'a demandé, « M'aimez-vous » Je lui ai répondu « Oui, oui. Je vous aime sincèrement et vous ne pouvez pas en douter. Je vous estime encore davantage. » Il a paru très touché. Il m'a fait les caresses les plus tendres et il m'a promis qu'il reprendrait son régime et que tout irait bien après. Je sais pas. « 31 janvier 1774. Jour béni, jour unique parmi mes jours. La scène se passe au bal de l'opéra. Je danse, seule, masquée. Un inconnu s'approche de moi et m'adresse la parole sans savoir qui je suis. Je lui souris, sans savoir pourquoi. Et la conversation s'engage. Malheureusement, ma suite me rejoint, fait cercle autour de moi, et mon bel inconnu s'éloigne aussitôt respectueusement pour une fois qu'il m'arrivait quelque chose. On me dit qu'il s'appelle Axel de Fersen. Le comte Axel de Fersen, qu'il appartient à l'une des plus anciennes familles de Suède et achève un voyage qu'il a conduit depuis son pays jusqu'ici. Le reverrai-je jamais? Mon cher Gluck se couvre de gloire à l'opéra. Monsieur le Dauphin, les ministres et toute la cour assistent au spectacle. On me regarde. J'écoute. J'aime. Je donne le signal des applaudissements. Tout le monde me suit, le succès d'Iphigénie est assuré, on se battra pour obtenir des billets. Et oui, Madame Barry, vous pouvez toujours soutenir votre cher Piccini. Papa Roi s'est trouvé mal à la chasse. On l'a ramené à Trianon, ben nous ne sommes pas inquiets, Papa Roi a toujours joué d'une excellente santé. Comment? Mais c'est affreux. Le roi est atteint de la petite vérole, nous ne devons plus nous approcher de lui, mon Dieu, mais faites qu'il guérisse. Voilà. Je suis fatiguée. J'ai mal au ventre, j'ai la migraine, mon Dieu. Pourvu que je ne sois pas malade, moi aussi. Le roi est mort cet après-midi, entre 3 et 4 heures. Le roi est mort, vive le roi. Mon mari est maintenant Louis le XVI. Louis le XVI a envoyé la créature au couvent et chassé de la cour tous ceux qui portaient nom de scandale. Il a ouvert la cassette de son grand-père, dans laquelle il n'a trouvé que 50 000 livres. Il a donc pris 200 000 livres sur sa cassette et sur la mienne, qu'il a fait distribuer aux pauvres de Paris.
bien que Dieu m'ait fait naître dans le rang que j'occupe aujourd'hui, je remercie la Providence qui m'a choisi pour le plus beau royaume d'Europe. Lettre de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche à Marie-Antoinette, reine de France. Prenez des mesures afin de ne jamais faire lit à part, ce qui devrait vous assurer les pouvoirs absolus sur le roi, votre époux. Gouvernez-le sans paraître vouloir les gouverner. Pour le reste, ne changez rien. La France a des ressources immenses. La perspective est grande et belle. Oh, le roi, mon mari, a décidé de m'offrir le plus joli des bouquets, le petit trianon. Youpi, la mode des poufs. Un pouf est un énorme chapeau de gaz sur lequel, pour une naissance par exemple, une femme est assise portant un nourrisson dans ses bras. D'un côté, son perroquet becquette une cerise, tandis que de l'autre, son petit singe se tient agenouillé. Le tout est agrémenté des touffes de cheveux du mari et des autres membres de la famille. Oh, oh, oh. C'est mademoiselle Bertin, la modiste de la princesse de Chartres, qui a composé pour elle cette coiffure, dont raffolaient toutes les élégantes. Ah, la mode de la Bertin. La mode de la Bertin ne ressemblait pas à celle des autres couturiers de la cour, elle avait l'air de Paris. J'ai décidé de l'adopter, ainsi que le coiffeur Léonard, le parfumeur Farjon et un joaillier, Böhmer. Il m'avait apporté 2 magnifiques boucles d'oreilles. Je n'ai pas pu résister à l'envie de me les offrir. Je devais être la plus élégante de toutes les femmes. Une reine ne doit pas avoir de rival. C'est alors que d'horribles pamphlets ont commencé à circuler contre moi. Je me souviens d'un libelle affreux, intitulé « Le lever de l'aurore », qui laissait croire que je menais une vie de débauche. Moi, qui n'étais même pas certaine d'être l'épouse de mon mari. Moi qui me donnais par devoir à un roi que je respectais mais qui ne savait pas me prendre. Et tout cela parce que, un soir, à Marly, j'avais voulu voir le jour se lever sans aller me coucher. Quel mal y avait-il à cela? Le roi m'avait d'ailleurs donné la permission d'assister à ce spectacle inoubliable. « 1775. On ne parle que du sacre du roi qui aura lieu au mois de juin à Reims. Selon un cérémonial très compliqué, Merci m'a remis une brochure qui prétend que les reines étaient jadis sacrées comme leurs époux. Tout cela dépend de mon mari, mais j'ai bien d'autres choses à lui demander. Il y a des émeutes à Paris. On m'a rapporté que des boulangeries ont été pillées, tandis que moi, ici, je mangeais de la brioche. Je mangeais ce que l'on me servait. Comment aurais-je pu savoir? Paris était si loin de Versailles. Le 10 juin, Louis est sacré dans la cathédrale de Reims. Je sais que je n'oublierai de ma vie cette journée.
Au moment du couronnement, les cérémonies de l'Église ont été interrompues par les acclamations les plus touchantes. En voyant ces gens qui, dans le malheur, nous traitaient aussi bien, nous étions encore plus convaincus de travailler à leur bonheur. Le roi était pénétré de cette vérité. Quant à moi, ma chère maman, je faisais de mon mieux pour répondre aux empressements de ce tendre peuple. Qu'était-ce donc que ma vie? Répéter les mêmes mots et les mêmes gestes aux mêmes heures? Prendre l'air heureux lorsque j'avais envie de pleurer? Accueillir avec le sourire des gens que j'exécrais? Me soumettre à une étiquette ridicule? Subir encore et encore les remontrances de l'impératrice et me contraindre pour tout, y compris dans l'intimité avec un mari qui n'était pas comme je l'aurais souhaité. Moi, je crois que la vie, c'est de connaître l'amour et l'amitié, que le cœur est fait pour aimer, mais de l'amour, je ne savais rien, ou plutôt je n'avais pas le droit de savoir. Il me restait l'amitié. Madame de Polignac. Je ne voulais plus recevoir que les personnes de mon choix. Le comte d'Artois, qui me racontait des histoires amusantes et avec qui je faisais du théâtre, et ma chère Gabrielle de Polignac, avec qui je pouvais parler pendant des heures. Elle a transformé et adouci ma vie. Et c'est pourquoi elle a joui de privilèges. Oui. Que je n'ai accordé qu'à elle. J'ai froid. Versailles est désert. Majesté, je voudrais une cour jeune où on s'amuse. Louis, accordez-moi la permission de faire venir les banquiers de Paris pour jouer au pharaon. Il répond que vu les interdits portés contre les jeux de hasard, il serait de mauvais exemple de les admettre à la cour. Je boude. Il ajoute que cela ne tirerait peut-être pas à conséquence pourvu que l'on ne jouât qu'une seule soirée. Ce qui se fit chez Madame de Lamballe, je crois, dans la nuit du 30 au 31 octobre, et puis jusqu'à la matinée du 1er novembre. Ah, Majesté, vous avez permis une séance, mais n'en avez pas déterminé la durée. 36 heures sont une durée tout comme 24. Il sourit. C'était si bon de s'amuser. Je m'amusais follement lorsque je traversais les antichambres remplies de monde, ou que j'allais seule masquée au bal de l'opéra. Je m'adressais à tous et ne sachant à qui ils avaient affaire, ils me répondaient et me traitaient comme une femme, pas comme la reine. Je me couche de plus en plus tard. Et toujours seule. Je joue, je perds de l'argent au jeu, je danse. La vie passe plus vite quand on a du plaisir. Alors, janvier 1777, je suis embarrassée sur l'état de mes dettes. Oui. Le roi à qui je m'en ouvre consent à payer sur sa cassette personnelle, ce dont il n'y a pas un exemple dans ce pays-ci de tout le règne précédent. Toutes mes dettes payées, il me reste de l'argent, je peux donc en prêter au roi qui n'en a plus dans sa cassette. En échange, il n'exige rien. N'était-il pas trop charmant? Enfin, je suis l'épouse de mon époux.
Depuis notre retour de Fontainebleau, le roi, inhabituellement couché avec moi, et rempli jusqu'au bout ses devoirs de mari. Ah, il avait exigé que je garde secret ce qui s'était passé entre nous, à l'exception de mon médecin, lequel n'avait pas hésité à confirmer que notre mariage était enfin parfaitement consommé. 8 ans que j'attendais ce moment. 18 avril 1778, j'ai un peu vomi, ce qui confirme mes espérances. Oh, notre enfant a remué, c'est la première fois, c'est délicieux. Quel trouble s'est emparé de moi. Je ne pensais pas pouvoir être à ce point émue. Lorsque M. de Fersen m'est à nouveau présenté, je n'ai pu m'empêcher de trembler. Je ne l'avais pas revu depuis les bals qui avaient précédé la mort de feu Paparois, mais je l'aurais reconnu entre mille. Il ne ressemble pas aux jeunes gens de ce pays-ci. Il ne cherche pas à plaire, il n'en a pas besoin. Il porte son fameux uniforme suédois, qui sur un autre pourrait être ridicule, mais à lui, il lui donne l'air d'un prince sorti d'un conte. Il désire s'engager au service de la France. Les premières douleurs m'ont prise à minuit et demi. La violence que je me suis faite pour ne pas me plaindre devant tout le public présent a provoqué un mouvement de convulsion dans mes nerfs. Enfin, au matin du 19 décembre, la petite Marie-Thérèse est apparue avec ses grands yeux, sa jolie bouche et son teint de bonne santé. Oh, je suis heureuse, malgré que ce soit une fille et je compte bien m'occuper d'elle. Le roi m'a marqué toute sa joie et sa sensibilité. Monsieur de Fersen est là. Cela faisait des semaines qu'on ne l'avait pas vu. Il était parti prendre les eaux à Spa. On dit qu'il y soignait une profonde mélancolie. Il est vrai qu'il a toujours l'air un peu triste. Il y a dans son regard une sorte d'extase où semblent passer des regrets. Monsieur de Fersen ne me regarde pas de la même façon que les autres hommes. Il ne me quitte pas des yeux. Je tremble. Monsieur de Fersen, je vous défends de m'intéresser. Le sommeil me fuit, je pense trop à vous. Je vous défends de me plaire, je suis reine, monsieur de Fersen, et ne peux rien espérer. Mon âme est agitée, inquiète, émue, je tremble. Je hais tout ce qui nous éloigne. Vous allez partir avec le corps expéditionnaire d'Amérique. Vous venez me faire vos adieux. À peine est-il sorti que je suis saisie de cette sorte de chagrin qu'on éprouve lorsqu'on vient de perdre une chose bien précieuse. Je dois me reprendre et me révolter contre un penchant qui change mon cœur et n'y laisse pas de place pour ceux qui doivent m'être chers. Le roi et moi reprenons nos habitudes matrimoniales, il le faut, je sens trop la nécessité d'avoir d'autres enfants. Le corps expéditionnaire n'a pas pu partir.
Vous êtes revenu? Monsieur de Fersen? Je ne veux pas que vous m'aimiez, je ne veux pas que vous soyez sérieux, je ne veux plus vous voir et je ne veux plus vous entendre. Monsieur de Fersen, je veux que vous m'aimiez, je veux que vous soyez sérieux, je veux vous voir et je veux vous entendre. Il est parti. Le 20 mars 1780, il est parti. Je suis triste, triste à mourir. Nous allons nous écrire, peut-être trouverai-je un peu de réconfort dans ces lettres, mais combien de temps à passer sans le voir, sans espérer le voir, sans entendre ses pas, sans me dire « le voilà ». Coucou, ma petite fille, oh, elle est grande, elle est forte, elle se baisse et se relève, et elle marche sans qu'on la tienne. Oh, c'est merveilleux. Et depuis quelques jours, elle nomme son père. Quelle joie! Où est sa mère? Demandez-lui où est sa mère. Oh, sans que personne ne me montrât, elle m'a tendu les bras. Quelle joie! Oh. Et Louis me dit qu'il m'aime de tout son cœur et qu'il peut me jurer n'avoir jamais éprouvé ni sensation, ni sentiment pour aucune autre femme. En conséquence de quoi, j'espère annoncer bientôt à ma chère maman qui me presse une nouvelle grossesse. Lettre à mon frère Joseph, empereur d'Autriche. Mon cher Joseph, nous voici donc orphelins de notre chère maman. Rien ne peut égaler ma douleur. Aimez-moi comme je vous aime, de loin comme de près. Votre Antonia. Mon médecin confirme mes espérances, ma chère maman. Je suis grosse à nouveau. Merci, mon Dieu, pour le dauphin à venir, car ce sera un dauphin. Et le 22 octobre 1781, j'ai donné au roi et au royaume le dauphin tant attendu. Aussitôt lavé et habillé, notre fils a été baptisé par le cardinal de Rohan en présence de toute la cour. Le roi l'a décoré de l'ordre du Saint-Esprit, et puis nous avons remis notre fils dans les bras d'une nourrice que j'ai choisie et qui répond au nom prometteur de Madame Poitrine. La ville de Paris prépare des fêtes splendides en l'honneur de cette naissance et le bruit court que je vais être couronnée. Ne me lasse pas de regarder notre fils, ma chère maman. Le moindre de ses sourires me cause un véritable ravissement. Je voudrais d'ailleurs ne pas avoir d'autre occupation que celle de mes enfants. Ils me donnent les seuls moments heureux de ma vie. Je vais d'ailleurs les faire installer dans un appartement plus rapproché des miens.
était alarmé des dépenses que je faisais à Trianon. Ben oui, il est vrai. Il est vrai que j'y ai fait démolir les anciens jardins au profit d'un nouveau, anglo-chinois. On y amène l'eau de Marly par un petit ruisseau qui murmure la fraîcheur et la paix. Et oui, j'y ai fait construire un adorable petit théâtre et une ferme. Nous étions seulement à 10 minutes de Versailles, mais je pouvais m'y promener seul et à pied, ce qui était essentiel pour ma santé et celle de mes enfants. Le roi, qui s'y plaisait beaucoup, venait y souper tous les soirs. Voilà. Voilà. Ma chère A, la paix est enfin signée avec l'Angleterre. Les États-Unis d'Amérique sont indépendants. Je suis, ainsi que nos officiers, sur la route du retour, votre A. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression que tout le monde peut l'entendre. Comment me trouvera-t-il? Ai-je changé depuis son départ? Je redoute nos retrouvailles autant que je les souhaite. Il est là. Il s'approche, me regarde. J'ai peine à croire tant je suis heureux, dit-il. Quant à moi, je me trouve si contente que mon bonheur m'inquiète. Si quelque événement doit le détruire, je prie le ciel pour que ce soit ma mort. J'emporterai dans le tombeau la douce certitude d'être aimé, et je la garderai pour l'éternité. L'hiver 1784 est horrible. Ah, août 1784, le roi a 30 ans. Je ne m'aveugle pas sur mon crédit. Je sais que pour la politique, je n'ai pas grand ascendant sur mon mari. Il ne me tient pas au courant des grandes affaires. J'éprouvais des angoisses. Je souffrais, sans savoir véritablement de quoi. Même la religion ne m'apportait plus le moindre apaisement. Je ne savais pas expliquer ce que je ressentais, ni de quoi je souffrais, mais de toute façon, personne ne m'écoutait. J'ai accouché d'un second fils, qui se porte bien, et il semblerait qu'il veuille vivre. Je me porte bien également, et suis, ainsi que mon mari, dans la joie et le contentement. Monsieur de Fersen est là. Y a-t-il un plaisir plus grand que la présence de l'être aimé? Je lui fais visiter mon hameau. La simplicité de la vie rustique avait quelque chose qui me libérait. J'étais si bien à Trianon. Je n'avais plus envie d'aller à Paris, ni même à Versailles. Pour la cérémonie des relevailles, j'ai traversé Paris dans un silence pesant, que me voulaient tous ces gens.
j'avais fait verser des secours considérables aux plus démunis. Lorsque je n'avais pas d'enfants, on priait pour que je donne un dauphin à la France. Maintenant que j'ai 2 fils, on me regarde à peine et on me traite comme une étrangère. « 15 août 1785, jour unique, celui-là aussi. À la stupéfaction générale, le cardinal de Rohan est arrêté par ordre du roi dans la galerie des Glaces alors qu'il s'apprêtait à célébrer la messe. Accusé d'escroquerie, de faux en écriture et de crime de lèse-majesté, 17 août, il est incarcéré à la Bastille. Il a acheté en mon nom, et en se servant d'une signature qu'il a cru être la mienne, un collier de 1 500 000 livres. Il dit avoir été abusé par une certaine Madame Valois de la Motte, et que je lui avais donné rendez-vous dans un fourré du parc de Versailles l'année d'avant, et que je lui avais demandé d'acheter ce collier en cachette du roi, moi qui de ma vie ne lui ai adressé la parole. Le 19 septembre, le roi a la folie de donner le choix au cardinal entre être jugé par le Parlement ou reconnaître le délit et s'en remettre à sa clémence. Le cardinal choisit le Parlement. En décembre, le cardinal est acquitté. Quelle insulte, quelle corruption. Le roi l'exile, mais je suis désormais victime de cabales ignobles. J'ai accouché d'une fille, aussi fortement constituée qu'un enfant peut l'être. Je n'ai pas l'intention d'avoir d'autres enfants, Louis, je n'ai pas l'intention d'avoir d'autres enfants. Pardon? Notre ministre des Finances dit qu'en 12 ans de règne, nous avons emprunté 1,250 milliard. 1,250 milliard de dettes publiques. Mais comment rembourser cela? Le peuple savait bien que le pauvre roi n'était pour rien dans ce gaspillage. C'était la putain étrangère, Madame Déficit, comme on m'appelle désormais, avec son Trianon, sa famille, ses bijoux. Je ne recevrai plus Mademoiselle Bertin. Je ne porterai plus ni plume, ni pouf, ni polonaise, ni robe à la turque. On ne jouera plus dans mon salon. Je n'irai plus à la Comédie Française ni à l'Opéra. Je vais me comporter de sorte à calmer l'opinion publique déchaînée contre moi. Louis. Louis. Le roi me faisait peur. Il ne parlait plus. Il mangeait. Il semblait si perdu, si seul. Je ne savais que faire. Notre dauphin nous donne bien des inquiétudes. Sa taille est dérangée, ses vertèbres déplacées. Les médecins l'observent et disent que le travail de ses dents est la cause de ses maux. Louis, notre petite Sophie ne s'est pas réveillée. Elle est morte dans son sommeil. De rien. Elle s'est juste arrêtée de vivre. Lorsqu'on m'a prévenue, elle était encore toute chaude et semblait sourire. Elle avait l'air de ces petits anges qu'on voit dans les églises. Prie pour moi, mon enfant. Je suis dans un chagrin immense. Pire encore que lorsque j'ai perdu ma chère maman et
veille sur ton frère. Notre enfant souffre tellement du dos qu'il ne peut plus se tenir droit. Il maigrit et s'affaiblit chaque jour davantage. Y avait-il une femme plus à plaindre que moi, dont le fils se mourait lentement et dont le mari qui avait en charge le plus beau royaume d'Europe ne parvenait plus à le gouverner? Il comptait sur moi, qui ne voulait que le bien de la France où l'on m'aimait jadis et où l'on me hait aujourd'hui, sans que j'aie rien fait, à part déplaire. Qui pouvait comprendre que je cédais à la nécessité et à ma destinée? Tous les regards étaient tournés vers moi, en raison de l'inactivité que l'on supposait à mon époux. Il s'ensuivait une responsabilité d'autant plus injuste que tout ce que j'imaginais et proposais était toujours incomplètement effectué et rarement suivi. Lettre de merci, ambassadeur, à l'empereur Joseph II. Il est difficile de former un tableau clair et précis de l'étrange situation où se trouve la France, que l'effervescence nationale semble menacée d'une révolution. Par ailleurs, il est inconcevable, et on ne peut exprimer jusqu'où se porte l'aversion du peuple pour sa reine. Ceci pourrait, dans les temps présents et encore plus à venir, avoir des suite fatale à sa gloire et à son bonheur. Il n'est plus pour nous ni crainte ni espoir. Notre fils est mort ce matin à minuit 3/4. Je n'ai pas le courage d'annoncer moi-même à mes enfants la mort de leur frère. L'étiquette qui ne perd jamais ses droits dans ce pays-ci nous tient éloignés de la dépouille de notre fils, maintenant enveloppé dans un drap d'argent, sur un lit de parade, et qui sera conduit à Saint-Denis, subir la cérémonie des révérences de deuil. Toutes les femmes de la cour saluent, dans le plus grand silence. Je vais me trouver mal. Mon Dieu, que les gens qui n'ont point de cœur sont heureux. Et le roi, le pauvre roi, il a besoin de moi. Je ne sais que faire.
14 juillet, la Bastille est prise. Paris devient de plus en plus menaçant. Le moindre soupçon, le moindre mécontentement décide de la vie d'un homme. La noblesse se retire sur ses terres. Je conseille à mes amis les plus chers de quitter la France. En octobre, le peuple de Paris a envahi le château. Des femmes ivres et débraillées. Et des hommes habillés en femmes qui hurlaient des injures contre moi. J'ai dû fuir dans ma chambre à moitié nue. Et le soir, au balcon, faire face à ces hordes en furie pointant leurs armes contre ma poitrine. Après avoir massacré nos gardes et planté leurs têtes coupées sur les pics qui escortaient notre voiture, ils nous ont ramenés à Paris, au palais des Tuileries. Ce palais est atroce. Il fait froid, il fait noir, comme dans un tombeau. Je n'ai qu'une petite chambre. Ma fille dort près de moi. Quant à mon fils, le chaud d'amour, il est dans la grande chambre. Par décret de l'Assemblée, Louis n'est plus roi de France, mais roi des Français. Il a prononcé un discours qui le dépouille de ses droits, de ses propriétés et de tout pouvoir effectif. Il n'y a plus ni titre ni dignité en France et les prêtres doivent prêter serment de fidélité à la France, à la constitution civile du clergé, dont les biens sont dispersés. Je ne pense qu'à fuir. Mon cher Fersen dit qu'il sait comment nous faire sortir d'ici malgré la présence des gardes. Il écrit « À la nuit tombée, déguisé en cocher, je conduirai un fiacre dans la cour. Vous serez selon vos habitudes et irez vous coucher pour défier la surveillance de vos domestiques et rejoindre chacun de votre côté le fiacre. À la sortie de Paris, une berline vous attendra et vous conduira à la frontière auprès de troupes fidèles. Nous avons échoué. Le flair et l'action énergique d'un seul homme, un seul Drouet, ont servi à changer le cours de l'histoire. On nous a arrêtés et ramenés ici, où nous sommes gardés à vue jour et nuit. Et la garde qui nous entoure est celle qui nous menace le plus. Dieu merci, Fersen est sauvé. Pourvu que mes lettres lui parviennent et qu'il ne revienne sous aucun prétexte, on sait que c'est lui qui nous a fait sortir d'ici. Il serait perdu s'il reparaissait. Isolé, ne voyant et ne pouvant voir personne, ne recevant de nouvelles de qui que ce soit, privé de tout et de tous. Il m'était impossible de me faire une idée juste de ce qui se passait. Il y avait en moi tant de caractère et de courage. Pourquoi ai-je été condamnée à vivre dans un tel pays et avec de tels hommes? C'est debout et découvert que le roi a donné son acceptation à la Constitution et qu'il a prononcé le discours imposé par l'Assemblée. Dès que nous avons été seuls, il s'est effondré dans mes bras en sanglotant. Lorsque j'étais trop triste, je prenais mon petit garçon dans mes bras. Je l'embrassais de tout mon cœur. Et cela me faisait oublier
l'horreur de notre situation, pour un moment. L'autre jour, il a juré de mourir pour la défense de mes droits envers et contre tous. Chou d'amour. Mon frère, l'empereur Joseph, est mort. Le roi de Suède est mort, poignardé par un officier de sa garde. Nous sommes perdus. Nous sommes internés au donjon du Temple. Le 19 septembre 1792, le roi est déposé. Le 19 janvier 1793, il est condamné à mort. Le 21 janvier, il est exécuté, guillotiné. Citoyen président, les citoyens Tronçon et Chauveau que le tribunal m'a donnés pour défenseurs me disent qu'ils n'ont été instruits qu'aujourd'hui de leur mission. Je dois être jugé demain. Et il leur est impossible de prendre connaissance ni même lecture dans un si court délai des pièces du procès. Mes défenseurs demandent 3 jours de délai. J'espère que la convention les leur accordera. Ma chère Élisabeth, c'est à vous que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée, non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme, comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai seulement le profond regret d'abandonner mes enfants. Recevez pour eux deux ma bénédiction. Que mon fils se souvienne toujours des derniers mots de son père. Qu'il ne cherche pas à venger notre mort. Je meurs dans la religion catholique, n'ayant aucune consolation spirituelle à attendre, et ne sachant pas s'il existe encore des prêtres de cette religion, je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. Et je pardonne à mes ennemis tout le mal qu'ils m'ont fait. Je dis adieu à mes enfants, à mes tantes, à tous mes frères et sœurs. L'idée d'en être séparés pour toujours et leurs peines sont les derniers regrets que j'emporte en mourant. Qu'ils sachent
que jusqu'à mon dernier instant, j'ai pensé à eux. Adieu. Ce tocsin sonne le glas de toutes mes espérances. Mon destin était de servir le roi, et c'est ce qui me vaut la mort.